Bonjour tout le monde. Pour poursuivre nos cours de droit pour la première année baccalauréat sciences économiques et gestion, on a entamé le droit civil. On a introduit le droit civil, on a vu les personnes et les biens et on a vu les contrats et les obligations. On a énuméré les différentes catégories du droit civil. Maintenant, on passera au droit commercial. Donc, premier chapitre du droit commercial consiste à définir un commerçant. Donc, le commerçant, c'est qui? Quels sont les caractères qui sont présents dans une personne pour dire que c'est un commerçant? Donc, pour définir la notion du commerçant, on doit se référer au code du commerce. Donc, on va commencer par des articles dans le code de commerce pour définir les différentes spécificités d'un commerçant. Donc, pour l'article 6, on va le lire ensemble. Sous réserve des dispositions du chapitre 2 du titre 4, relative à la publicité au registre de commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes. Quelles sont ces activités? Premièrement, l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre en vue de les louer. Donc, si on achète des meubles corporels ou incorporels pour les revendre, soit en nature, en l'état, comme on les a achetés, ou après avoir travaillé sur ces articles pour les louer. La location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location. Donc, si on va louer des meubles corporels ou incorporels pour les sous-louer. L'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation. La recherche et l'exploitation des mines et carrières. L'activité industrielle ou artisanale. Le transport, la banque, le crédit et les transactions financières, les opérations d'assurance à prime fixe, le courtage. Donc le courtage, c'est l'opération d'intermédiation entre deux entités. La commission et toute autre opération d'entremise, l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux, l'imprimerie et l'édition, quelle qu'en soit la forme et le support, le bâtiment et les travaux publics, donc les bureaux et agences d'affaires, de voyage, d'information et de publicité, la fourniture de produits et services, l'organisation des spectacles publics, la vente aux enchères publiques et la distribution d'eau, d'électricité et de gaz, et enfin les postes et télécommunications. Donc, ce sont tous des activités qui attribuent la qualité de commerçant à une personne. Donc, on passe à l'article 7. La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes. Donc, autre que les activités qu'on a vues, il y a d'autres activités qui fait acquérir la qualité de commerçant à la personne qui les exerce de manière habituelle. Vous soulignez d'une manière habituelle, donc c'est tous les jours, tout le temps. Donc de quotidiennement, bien hebdomadairement, mensuellement. Donc je vais exercer avec une habitude ou professionnellement. Donc je vais avoir par exemple un cabinet pour exercer ce genre d'activité.
Donc, je vais être un commerçant. Donc, quelles sont ces activités? Toute opération portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires, et toute opération se rattachant à l'exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien. Donc, si on travaille à titre habituel et professionnel sur ces deux activités, on peut acquérir la qualité de commerçant. Donc, à partir de ces articles, qu'est-ce qu'un commerçant? On va définir le commerçant. Est considéré comme commerçant toute personne physique ou morale, on a fait la personnalité physique et la personnalité morale, qui, en vue de réaliser un profit, un bénéfice, exerce à titre habituel, donc habituellement il fait cette activité, ou professionnelle, l'une des activités énumérées par les articles 6 et 7 qu'on a vu maintenant du Code de commerce. Donc, si une personne physique ou morale exerce habituellement ou professionnellement l'une des activités qu'on a vues dans l'article 6 et 7 du Code de commerce en vue de réaliser un bénéfice, donc elle est appelée commerçant. Donc, exemple de commerçant, on va prendre par exemple une compagnie de transport, par exemple la CTM, ou bien Razala, ou bien SDTM, ou bien autre. Donc, ils font l'activité de transport qui est énumérée dans les articles 6 et 7 du Code de commerce. Donc, ils sont considérés comme des commerçants. Une compagnie d'assurance, donc les opérations de courtage, les opérations de commission, les opérations d'intermédiation. Donc, par exemple, Saham, AXA Assurance, Wafa Assurance, la Marocaine Vie, etc. Donc, ils sont considérés tous des commerçants. Un supermarché, par exemple, Marjan, Atacadao, Bim, Carrefour, etc. Donc, ce sont des supermarchés qui sont considérés des commerçants parce qu'ils exercent une des activités énumérées par les articles 6 et 7 du Code de commerce. Les sociétés commerciales, donc par exemple la SA, la société anonyme, la société à responsabilité limitée, la SARL, la SNC, etc. Donc ce sont des sociétés qui sont considérées des commerçants. Donc ce sont des exemples parmi d'autres, il y a plusieurs exemples dans ce sens. Donc, quelles sont les conditions requises pour avoir la qualité de commerçant? On a défini le commerçant, donc maintenant, les conditions requises pour avoir la qualité de commerçant sont, premièrement, la capacité commerciale. Donc, on a énuméré les différents critères pour acquérir la capacité juridique, donc dans le chapitre précédent. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que la capacité commerciale. La capacité commerciale coïncide avec la capacité juridique. Donc c'est à peu près la même chose. Ainsi, toute personne ayant la capacité juridique, c'est-à-dire âgée de 18 ans résolue, peut devenir commerçant. Donc, on a vu la capacité juridique, la capacité d'exercice, la capacité de jouissance. Donc, toute personne qui a la capacité juridique, il a la capacité commerciale. Avec bien sûr des exceptions. La loi donne dans certains cas aux mineurs qui désirent faire le commerce le droit d'avoir le statut de commerçant à condition. Donc, peut-être qu'un mineur qui n'est pas âgé de 18 ans exerce le commerce, donc, et la qualité de commerçant si il respecte les conditions suivantes. Donc, il doit être âgé de 16 ans au minimum résolu et être spécialement autorisé à faire le commerce. Donc, il doit avoir au minimum 16 ans et il doit avoir une autorisation auprès des autorités concernées pour exercer le commerce. Il doit avoir une attestation, une autorisation qui lui permette d'exercer le commerce. En
En revanche, certaines personnes, bien qu'elles soient juridiquement majeures, sont interdites par le législateur d'exercer le commerce. On distingue dans cette situation entre, donc, il y a des personnes qui sont majeures, qui sont âgées de plus de 18 ans, mais ils sont interdites pour exercer le commerce, pour avoir la qualité de commerçant. Donc, on distingue l'incompatibilité, donc des personnes qui sont incompatibles avec la fonction de commerce. Donc, ça ne va pas, ça ne marche pas. Donc, ils sont dans des fonctions qui sont incompatibles avec la qualité de commerçant. Il s'agit d'une interdiction faite à certaines personnes de faire le commerce vu la profession qu'ils exercent déjà. Exemple, donc par exemple, les fonctionnaires, donc un professeur, donc parce qu'il exerce un métier noble, donc c'est incompatible qu'il va exercer le commerce, ou bien un agent de collectivité, ou bien d'arrondissement, etc. Donc ce sont des métiers qui ne peuvent pas se confondre avec la qualité de commerçant. Les militaires, les notaires, les médecins, les juges, etc. Donc ils ont des métiers qui sont incompatibles avec le commerce. Donc ils sont interdits de exercer le commerce par le vice d'incompatibilité. Et on a la déchéance. C'est une interdiction juridique faite à toutes les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ou de mise en faillite. Donc des personnes qui ont déjà été sujets de condamnation pénale ou de mise en faillite, donc ils ne peuvent pas exercer le commerce parce qu'ils sont considérés non aptes à faire un tel métier. Donc, par exemple, des personnes qui ont été condamnées par le vol, abus de confiance, blanchiment des capitaux, etc. Donc, ils ne sont pas aptes à exercer le commerce par ce genre de condamnation. Donc, c'est une déchéance. Donc, ce sont les exceptions ou bien les interdictions faites par le législateur Donc, la réalisation des actes de commerce. Donc, on a fait la capacité commerciale, quelles sont les conditions nécessaires pour exercer le commerce. Maintenant, on va réaliser des actes de commerce. Donc, pour en commencer à réaliser des actes de commerce, on doit bien sûr définir qu'est-ce qu'un acte de commerce. Donc, un acte de commerce est un acte juridique réputé commercial par la loi, soit en raison de sa nature ou de sa forme, soit en raison de la qualité de commerçant de celui qui l'accomplit. Donc, c'est un acte juridique, comme les actes qu'on a vus dans le dernier chapitre, mais il est commercial. Donc, il a la capacité, il a la forme commercial, donc il est réputé commercial, soit en raison de sa nature, donc la nature de cet acte qui lui donne cette réputation commerciale, ou bien la forme de cet acte qui lui donne la réputation commerciale, ou bien en raison de la qualité de commerçant, la personne qui l'accomplit. Donc, on va voir qu'est-ce qu'un acte de commerce par nature, par la forme ou par accessoire. Donc, les actes de commerce par nature, ils sont énumérés dans l'article 6 et 7 qu'on a vu précédemment. Donc, on va revoir. Donc, l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer. Donc, ici, on parle d'un acte de commerce par nature, la nature de cet acte qui lui donne cette forme. La location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location, donc c'est un acte de commerce par nature. L'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation, c'est un acte de commerce par nature. La recherche et l'exploitation des mines et carrières, c'est un acte de commerce par nature. L'activité industrielle ou artisanale, donc ce sont des actes par nature.
Le transport, c'est un acte de commerce par nature. La banque, le crédit et les transactions financières, ce sont des actes de commerce par nature. Les opérations d'assurance à prime fixe, c'est un acte de commerce par nature. Le courtage, la commission et toute autre opération d'entreprise, c'est un acte de commerce par nature. L'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux, c'est un acte de commerce par nature. Le bâtiment et les travaux publics, les bureaux et agences d'affaires, de voyage, d'information et de publicité, la fourniture de produits et services, l'organisation des spectacles publics, la vente aux enchères publiques, la distribution d'eau, d'électricité et de gaz, et enfin, les postes et télécommunications sont tous des actes de commerce par nature. Donc, il y en a des actes de commerce par la forme. La forme qui exige que c'est un acte de commerce par la forme. Ils ont cette qualité en raison de leur forme. Les actes de commerce par la forme sont les suivants, donc ils sont énumérés dans l'article 9 du Code de commerce. Dans l'article 9 du Code de commerce. Donc, indépendamment des dispositions des articles 6 et 7, ci-dessus sont réputés actes de commerce. La lettre de change, le billet à ordre signé même par un non-commerçant lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale. Donc, si on a une lettre de change dans une activité, ou bien on a un billet à ordre, même que le personne qui l'a prescrit est non commerçant, donc on juge que c'est un acte de commerce par la forme. Donc, la lettre de change, quelle que soit la nature de l'opération à l'occasion de laquelle la lettre de change a été créée, le billet à ordre s'il est souscrit à l'occasion d'une transaction commerciale et les actes faits par les sociétés commerciales, quelle que soit leur activité. Donc, si un acte est fait par une société commerciale, quelle que soit son activité, quelle que soit sa forme, donc s'il s'agit d'une société anonyme, une société à responsabilité limitée, une société en nom collectif, etc. Donc, n'importe quel acte effectué par ce genre de société, donc il est considéré comme un acte de commerce par la forme qui lui a attribué cette qualité. Et il y en a des actes de commerce par accessoires. Donc, ils sont énumérés dans l'article 10 du Code de commerce, sont également réputés actes de commerce, les faits et les actes accomplis par le commerçant à l'occasion de son commerce, sauf preuve contraire. Donc, si un acte est effectué par un commerçant à l'occasion de son commerce, donc il est considéré comme un acte de commerce par accessoire. Donc, s'il s'agit d'une activité qui n'est pas mentionnée dans l'article 6 et 7 du Code de commerce. Et on trouve les actes mixtes. Un acte est dit mixte lorsqu'il est commercial pour l'une des parties et civil pour l'autre. Donc, par exemple, il y a un acte qui est fait donc entre deux personnes, une qui est commerçante et l'autre non. Donc, l'une qui est commerçante, donc c'est un acte réputé commercial. Et pour l'autre personne qui n'est pas commerciale, l'acte est réputé civil. C'est pour cela il est appelé un acte mixte. Autrement dit, c'est un acte réalisé entre un commerçant et un non-commerçant. Exemple, achat par un négociant de légumes à un agriculteur pour les revendre sur le marché. Dans ce cas, l'acte est commercial pour les négociants et civil pour l'agriculteur. Donc, on a défini un acte de commerce. Maintenant, on va voir la réalisation des actes de commerce à titre professionnel.
Les actes de commerce doivent être réalisés dans le cadre de l'exercice d'une profession. L'exercice des actes de commerce doit constituer la profession de celui qui les accomplit. Donc, par exemple, si une personne exerce une profession qui lui attribue la qualité de commerçant, donc on juge que c'est un acte de commerce qui est fait à titre professionnel. Et il y a des actes de commerce qui sont réalisés à titre personnel. La réalisation des actes de commerce doit s'effectuer pour le compte de celui qui les accomplit et non pas pour le compte d'une autre personne. Donc, si j'accomplis un acte de commerce, c'est pour mon propre compte. C'est pas pour le compte d'une autre personne. Par exemple, le représentant commercial qui réalise des actes de commerce pour le compte de la société où il travaille n'a pas le statut de commerçant car l'exercice des actes de commerce à titre personnel n'est pas rempli. Donc, il n'exerce pas le commerce pour lui-même, mais il l'exerce pour le compte de la société où il travaille. Donc, ce n'est pas un acte de commerce à titre personnel. Donc, il est de même pour le vendeur salarié. Donc, un salarié qui est vendeur, donc, il n'exerce pas le commerce pour le compte de lui-même, mais il exerce le commerce pour le compte de la société où il travaille. Donc, ils ne sont pas considérés comme des actes de commerce à titre personnel. Donc, quelles sont les obligations du commerçant? Donc, on a traité comment s'acquiert la qualité de commerçant. Pour être un commerçant, quelles sont les conditions requises pour l'être? On a vu la réalisation des actes de commerce. Maintenant, on passe. Si je suis commerçant, quelles sont les obligations que je dois effectuer? On commence par, premièrement, l'immatriculation au registre de commerce. Donc, un commerçant doit avoir un matricule, donc un numéro pour justifier sa qualité de commerçant auprès des autorités concernées. Toutes les personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant sont tenues de se faire immatriculer au registre de commerce et cela dans les 3 mois qui suivent l'ouverture de l'établissement commercial pour les personnes physiques et la création de la société pour les personnes morales. Donc, une personne physique ou morale qui ont la qualité de commerçant doivent s'immatriculer au registre de commerce dans les 3 mois qui suivent l'ouverture de l'établissement commercial ou la création de la société, bien qu'il s'agisse des personnes physiques ou bien des personnes morales. On distingue 2 registres de commerce. Les registres locaux tenus auprès des tribunaux compétents. Donc, les registres locaux concernent les localités. Donc, par exemple, chaque ville a des autorités compétentes pour avoir ce registre local. Donc, on va s'immatriculer au registre local qui existe dans notre région ou bien dans notre ville. Et il y a des registres. Le registre central tenu par l'OMPIC. Donc, c'est un registre qui englobe toutes les personnes qui sont commerçantes au Maroc. Donc, l'OMPIC, c'est quoi? C'est l'Office marocain de la propriété intellectuelle et commerciale. Donc c'est une office marocaine qui veille à l'enregistrement des propriétés intellectuelles. Donc, s'il s'agit d'un brevet, d'une invention, donc d'un procédé, donc on peut l'enregistrer pour ne pas l'utiliser sans autorisation de son créateur, ou bien la propriété commerciale, comme par exemple j'ai un nom commercial, j'ai un logo, j'ai un slogan, etc. Donc je peux l'enregistrer et garantir la propriété commerciale de cette. Il centralise pour l'ensemble du Maroc les renseignements mentionnés dans le registre local. Ce registre sert pour faire des études statistiques au niveau national. Donc l'OMPIC se trouve à Casablanca. Donc, elle est spécialisée de centraliser l'ensemble des renseignements qui se trouvent dans les registres locaux
des autres régions pour avoir des études statistiques au niveau national. À titre de remarque, un numéro d'immatriculation est attribué au commerçant par le greffier du tribunal compétent après l'inscription. Donc, après l'inscription ou bien l'immatriculation au registre de commerce, donc on aura un numéro qui est unique pour exercer librement notre commerce. Le commerçant est tenu à indiquer son numéro d'immatriculation en tête de ses documents, ses factures, ses bons de commande, ses bons de livraison, etc. Donc, il a l'obligation de mentionner ce numéro pour être dans les dispositions du commerce. Donc, la deuxième condition pour un commerçant, c'est la tenue d'une comptabilité. Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant a l'obligation de tenir des livres de commerce, à savoir le livre journal et le livre des inventaires, que ce soit le bilan et le CPC, pour son commerce. C'est une obligation légale. Donc, il doit tenir une comptabilité pour justifier ses actes et ses transactions. La troisième condition, c'est l'ouverture d'un compte bancaire. Donc, il doit se disposer d'un compte bancaire pour faire passer ses transactions commerciales et financières. Donc, tout commerçant, pour le besoin de son commerce, a l'obligation légale d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire. Donc, dans une banque, que ce soit Attijari ou bien Société Générale, la BMCE, la Banque Populaire, la CIH, la BMCI, etc. Donc, il a l'obligation d'avoir un compte bancaire. Et la quatrième condition, qui est la dernière condition, c'est la publicité. Il doit faire une publicité pour dire qu'il est existant, donc il existe. L'immatriculation au registre de commerce et toute modification ou radiation affectant le fonds de commerce doivent faire l'objet d'une annonce au bulletin officiel. Donc, il doit annoncer dans le bulletin officiel, par exemple, qu'il existe. Donc, le commerçant X existe depuis, etc. Donc, par son gérant, par son capital X, donc pour dire au tiers qu'il existe. Ou bien, s'il y a une modification donc, de son commerce, par exemple, une modification de son siège social, ou une radiation, donc il n'existe plus. Donc, par exemple, il n'a plus intérêt à exercer le commerce, ou bien l'activité ne marche pas, ou bien autre. Donc, il a présenté une demande de radiation au registre de commerce, donc une demande d'annulation de son activité. Donc, il ne va plus exister et son numéro va être effacé. Donc, il doit informer les personnes tiers au bulletin officiel qu'il est radié du registre de commerce. Donc, la publicité a pour but d'informer les tiers sur les commerçants et de leur permettre de traiter avec eux en toute sécurité. Donc, par exemple, si je vais traiter avec un commerçant, si je vais donner à un client, par exemple, une échéance, donc je dois être en sécurité et sûr qu'il est un vrai commerçant. Donc, je vais faire quoi? Je vais voir le bulletin officiel, je vais le chercher s'il existe réellement. Donc, si les informations qu'il m'a données sont réelles, pour que je travaille avec sécurité avec les commerçants. Donc, c'est le commerçant. On a défini un commerçant, on a vu les conditions pour être un commerçant, on a vu la réalisation des actes de commerce, que ce soit les actes de commerce par nature, les actes de commerce par la forme, les actes de commerce par accessoire et les actes de commerce mixtes. Donc, on a vu la réalisation des actes de commerce à titre professionnel et la réalisation des actes de commerce à titre personnel et les conditions requises pour chaque commerçant. On a vu que, premièrement, l'immatriculation au registre de commerce. Donc, c'est un registre dédié aux commerçants.
La tenue d'une comptabilité, il doit tenir la comptabilité qui englobe l'ensemble de ces transactions. L'ouverture d'un compte bancaire auprès d'une banque et la publicité. Il doit informer les tiers qu'il existe ou bien qu'il a fait une modification ou bien qu'il est radié du registre de commerce, donc selon la situation. Donc c'est tout pour ce cours. Je vous donne rendez-vous pour le cours suivant. À bientôt.